crois que des c'est choses vraiment comme la ça. première fois que je fais une vidéo où on parle d'hémorroïdes. Je voulais juste le signaler, ce sera la Mais dernière. hémorroïde, Oui, oui. insufflation anale, mais Rien, attends, rien n'est laid qui ne je soit t'en- laid de nommer. je t'en laisse d'autres pour après. J'adore. Bonjour, je suis aujourd'hui avec Soazic Baumann, qui est praticienne en médecine libre et thérapeute en soins manuels. Elle fait aussi beaucoup d'autres choses en rapport notamment avec la médecine naturelle, mais le mieux c'est de la laisser se présenter elle-même. Bienvenue Soazic. Bonjour David. Bonjour. Ça fait plaisir d'être là. Mais oui, bah écoute, merci à toi d'avoir accepté mon invitation. Alors bon, j'ai fait une présentation très sommaire de tes activités. Moi, je ne suis pas médecin, donc ce serait mieux que tu puisses te définir toi-même pour que les gens sachent ce que tu fais exactement. Alors j'ai mis le terme médecine libre parce que depuis le temps que je pratique, j'ai jamais arrêté d'apprendre des nouvelles thérapies, de les tester, de les confronter, d'aller chercher tout un tas de données sur la santé et que du coup je me retrouve maintenant avec une palette de couleurs thérapeutiques tellement vaste que je peux plus me définir en tant que naturopathe ou praticienne de thérapie manuelle. Et du coup avec une amie on s'est dit que médecine libre ça pouvait englober tout ce que je faisais actuellement. D'accord. On est en rapport avec le domaine en grande partie le domaine des médecines naturelles, hein, si j'ai bien compris. Plutôt les médecines naturelles, oui, effectivement. Sans être complètement limité à ça, parce qu'il ne faut pas oublier que la médecine actuelle des médecins en blouse blanche est quand même ce qui nous permet de, la plupart du temps, rester en vie, d'avoir la tête qu'on a à presque la quarantaine. Il y a 200 ans en arrière, à 40 ans, on n'avait pas la tête qu'on a maintenant, ni la bonne santé qu'on a. Et ça, c'est quand même en grande partie grâce à la médecine conventionnelle des médecins en blouse blanche. Et le sujet qui nous amène aujourd'hui, c'est que à l'heure où nous parlons, on est, semble-t-il, à la veille d'une deuxième vague de coronavirus, en tout cas d'après certains experts. On sent que les vis se resserrent au niveau des politiques sanitaires prises par les États. Alors toi, en vertu de tout ce que tu as étudié, appris, expérimenté, quel regard est-ce que tu as sur cette crise sanitaire ? C'était complexe parce qu'à partir du moment où les choses ont commencé à passer dans les médias, donc c'était fin décembre, début janvier, je me suis de plus en plus intéressée, j'ai fait de plus en plus de recherches, j'ai vu les réponses sur les différents sites internet que je fréquente évoluer au fur et à mesure du temps. Et du coup, j'ai commencé à sentir le truc arriver un petit peu avant les autres, mais pas tellement, parce que pour moi, c'était difficile de concevoir quelque chose comme ce qui nous est arrivé dessus ces derniers mois. Et pour moi, ce qui a été très perturbant, c'est de voir que quel que soit le biais de recherche que je prenne, c'est-à-dire au niveau des médecines naturelles, au niveau des médecines conventionnelles ou au niveau des recherches scientifiques et de laboratoire, c'était extrêmement rapide de trouver des arguments de contradiction. D'un côté comme d'un autre, dans le même biais, dans le même domaine, et que finalement, pour le cas là, je ne savais plus du tout à quel sein me vouer. Il n'y avait pas grand-chose d'autre finalement de fiable que pathologie asymptomatique. Pourtant, il y a beaucoup de gens qui n'avaient pas forcément tes compétences et qui ne se gênaient pas pour donner leur avis. C'est l'effet Dunning-Kruger, je crois, qui dit que moins on en sait, plus on a l'impression d'en savoir, et plus on en sait, moins on a l'impression d'en savoir. Je crois que moi, j'ai toujours eu ce truc d'avoir l'impression que j'en ne savais pas assez pour pouvoir prendre parti, que pour moi, les contextes sont souvent oubliés dans les informations, c'est-à-dire qu'on va essayer de vraiment pointer du doigt la chose précise, en oubliant la totalité de ce qui englobe cette chose-là, et que pour une crise, par exemple, comme celle qu'on a vécue, le contexte, ne serait-ce que des différents pays, ou des différents niveaux de vie, ou des différents niveaux de connaissances, a profondément modifié la manière dont les gens vivaient cette crise-là. Pour moi, je pense que ce qui a été le plus difficile, c'était de me rendre compte qu'au fur et à mesure des informations que je recevais et que j'allais chercher, je me retrouvais prise dans un choix binaire, c'est-à-dire qu'il y avait les pour, un truc, et les contre, un autre truc. Et que ce soit pour telle ou telle manière de voir le virus, ou telle manière de traiter
l'épidémie ou les patients ou la recherche médicale. C'était toujours quelque chose avec du pour et du contre et où du coup il fallait que je prenne parti. Et quand je me retrouve dans un concept comme ça de pour et de contre, donc uniquement binaire, j'ai pour réflexe de m'extraire de cette réflexion-là et d'essayer de chercher qu'est-ce qu'il peut y avoir autour qu'on aurait oublié de regarder. Qu'est-ce qui, là-dedans, par rapport à ce coronavirus, par exemple, a été complètement oublié. Un truc incroyable, un truc qui est avec nous au quotidien depuis toujours, un truc qui fait partie pour moi du miracle de la création, qui construit la machine fantastique qui nous héberge et qui nous permet d'interagir avec ce monde, ça s'appelle le système immunitaire. Oui. Et ça, on n'en parle absolument pas. Il ne faut pas oublier que la médecine, dans son histoire, n'a pas arrêté d'évoluer, de trouver des nouvelles théories, de trouver des nouvelles vérités, puis ensuite de dire qu'en fait il s'était trompé, et puis on change. Typique l'histoire de l'insufflation anale, je ne sais pas si tu connais. Non, celle-là elle est pas mal. L'insufflation anale. Le P inversé en quelque sorte. Non. Il fut une époque, dans les temps anciens, où particulièrement sur les quais de la Seine, un médecin avait cru découvrir la manière de sauver les noyés de la noyade. Donc une fois ramenés sur Terre, morts ou à moitié morts, ils avaient construit des petites cabines sur les bords de la Seine avec un grand tuyau, une pipe et du tabac. Et du coup, le concept, c'était de mettre le tuyau dans l'anus du noyé, d'allumer sa pipe avec son tabac et de souffler la fumée dans le tuyau relié à l'anus. D'accord, c'est une sorte de narguilé. Exactement. Alors apparemment, à l'époque, ils ont trouvé ça tellement trop super qu'ils ont dit que c'était le moyen de sauver les noyés, jusqu'au jour où ils se sont rendus compte qu'en fait, ça ne fonctionnait pas. Mais sur le moment, la médecine avait créé un espèce de consensus pour dire ça fonctionne et on peut sauver les noyés. Mais au bout d'un moment, il doit y avoir un ratio de réussite et d'échec qui quand même... En fait, c'est ça qui est fantastique avec la science, c'est qu'on va passer un moment à s'emballer pour un concept ou pour quelque chose qui nous plaît, qui nous semble être juste, qui va nous rassurer, qui va nous permettre d'éloigner la peur de la maladie et de la mort, et puis après on se rend compte qu'en fait c'était peut-être pas tout à fait ça, mais c'est quand même grâce à ces erreurs qu'on peut apprendre mieux et devenir plus fort dans nos compétences. Donc, sans forcément parler d'un système de vaccination ou autre, on est dans un fonctionnement de la santé actuellement au niveau de la santé traditionnelle. On va utiliser le terme traditionnel pour parler des médecins dans les hôpitaux. Disons conventionnels, parce que souvent ils sont en rupture avec la tradition. Mais c'est... Pas forcément. Alors après, quand on prend le temps de discuter vraiment avec des médecins calmement, sans arriver avec un parti pris, on se rend compte que c'est quand même des gens qui se sont galérés pendant de nombreuses années pour apprendre un métier pas facile, parce qu'ils ont dans l'âme l'envie profonde de soigner les gens et non pas de les tuer. Tout à fait. Donc, quand je dis que ce n'est pas traditionnel, c'est que c'est plutôt des formes modernes liées à un développement médical et technologique. Mais on trouve quand même des médecins qui commencent à se dire qu'ils aimeraient utiliser certaines huiles essentielles ou bien certaines pratiques, retrouver peut-être certains médicaments naturels dont ont été extraits certaines substances qui maintenant sont utilisées comme des médicaments courants. Donc les médecins se posent des questions. Après, c'est des limitations administratives et légales qui les empêchent peut-être d'utiliser ça en milieu médical. La médecine actuelle, avec toutes les études et les recherches qui sont faites, c'est un domaine fantastique de pouvoir observer au microscope électronique des petites choses qui se baladent dans une boîte de pétri, entre deux verres là, et du coup on en oublie le contexte et le terrain. Et on va se dire, ah bah voilà, on a réussi à isoler un pathogène. Le pathogène, donc c'est celui qui va créer le pathos, qui est la maladie. On a isolé un microbe, donc c'est ça le microbe. Donc du coup, on va chercher à produire une molécule qui va, dans la boîte de pétri, donc in vitro, tuer ce microbe. Et puis le jour où on a réussi à trouver quelque chose qui à peu près tue à peu près le maximum de microbes, on va essayer la même chose in vivo, c'est-à-dire en inoculant le microbe dans un organisme vivant tel qu'une souris par exemple, et puis on va recommencer la même chose. Et il ne faut pas oublier qu'on va considérer qu'on a réussi à partir du moment où on a la majorité des sujets qui ont été réceptifs au traitement. Donc la majorité, ça veut dire 50 plus 1 sur 100, ça ne veut pas dire 100%, c'est la majorité. Et à partir de ce moment-là, quand ça a marché aussi à la majorité, on va tester ça sur un groupe d'humains. Mais là-dedans, on a complètement oublié de regarder que
On a une machine à l'intérieur qui, telle l'armée d'un pays, va s'entraîner au quotidien tout au long de la vie pour faire face aux agressions extérieures. À partir du moment où on arrête d'entraîner son armée, où on arrête de faire du sport et du cardio à ses militaires, eh bien, ils vont être beaucoup moins efficaces pour combattre les pathogènes. Et là, la médecine de maintenant, elle va vraiment pointer le problème et essayer de chercher une solution extérieure plutôt que de trouver le moyen de renforcer le terrain sur lequel est ce pathogène. Tu vois, par exemple, l'aspirine, c'est une molécule extraite de la reine des prés et qui est quelque chose qui va aider à fluidifier le sang et puis, par exemple, arrêter les maux de tête ou ce genre de trucs. On a du coup identifié la molécule qui, nous le supposions, pouvait être celle qui agit dans la plante. Donc on a enlevé une molécule alors qu'il restait encore tout un tas d'autres molécules qui étaient là autour et qui, elles, en fait, moi de ce que j'observe en pratique de cabinet, vont avoir la capacité, quand on prend donc ce médicament à l'état naturel, à l'état brut, ça va avoir la capacité d'agir d'une manière plus ou moins intelligente dans le corps humain. C'est-à-dire que au lieu de laminer tout le corps pour aller juste faire un truc, eh bien, la médecine naturelle va plutôt essayer de regarder qu'est-ce qui se passe déjà là, comment est-ce qu'on peut déjà aller soutenir ce qui est là. Et tu vois, par exemple, quand on prend un médicament dit antibiotique naturel, il ne va pas tuer et abîmer tout le bios de l'interne. Quand on prend un antibiotique chimique, comment t'as dit, pas traditionnel mais conventionnel, là on doit prendre un anti-inflammatoire pour l'estomac et puis des tas d'autres trucs parce que laitiers, voilà, ça flingue à peu près. Pour faire la flore, quoi. Exactement. Donc en fait on voit que dans un antibiotique, il y en a qui ont été testés en laboratoire et qui sont jugés fonctionnels, des antibiotiques naturels comme certaines formes de thym ou de romarin suivant ce qu'on va avoir comme microbes. Eux, ils vont pas flinguer notre digestion et notre organisme, ils vont plutôt renforcer et avoir en même temps une action directe. J'ai pas entendu nos dirigeants ou nos experts de la santé à un seul moment parler de la capacité de notre système immunitaire à interagir avec ce virus. D'accord, mais là tu prends le problème de ce virus sous l'angle préventif et non pas sous l'angle curatif. J'ai essayé de développer une petite base de réflexion qui puisse me permettre d'administrer des remèdes à mes patients ou à mon entourage, parce que c'est d'abord à mon entourage que j'ai pensé quand j'ai voulu apprendre toutes ces thérapies-là. C'est comme s'il y avait 3 piliers. Pour soigner une pathologie, on va avoir le premier pilier qui est le médicament qui soigne le symptôme. Donc ça va être un médicament scientifiquement prouvé, à l'efficacité avérée et qui va avoir une interaction directe sur un certain symptôme. Comme par exemple le désinfectant sur une plaie qu'on vient de se faire avec un vieux tube rouillé. Là, on sait que le désinfectant va enlever une partie des bactéries et des organismes pathogènes qui pourraient être là. Le deuxième pilier, que maintenant moi je commence à beaucoup utiliser, c'est le traitement qui va renforcer l'organisme et soutenir le système immunitaire. Ça veut dire par exemple, une fois qu'on s'est fait cette blessure, on a désinfecté, on a mis un sparadrap pour éviter de mettre du sang partout et de réinfecter la plaie, et ben on va prendre par exemple une tisane ou modifier son alimentation ou être attentif aux symptômes qu'on va avoir, qu'on va développer. Est-ce que nos ganglions commencent à être enflés? Est-ce qu'on commence à avoir un petit peu de fièvre? C'est des indicateurs qui vont nous dire là, le système immunitaire est rentré en action pour se battre contre quelque chose qui est en train de l'agresser. Donc souvent, ça va être des cures de vitamines, ça peut être des cures de tisane. Les tisanes peuvent être aussi dans le premier pilier, mais là, le deuxième pilier, ça va vraiment être de se reposer peut-être un peu plus, d'alléger son alimentation, d'enlever les produits laitiers pendant un temps, les sucres, les graisses, juste le temps de la maladie pour que le système immunitaire puisse travailler au maximum. Et puis pour moi, le troisième pilier qu'on a beaucoup tendance à oublier ou alors à extraire dans beaucoup de thérapies alternatives un peu farfelues, on va utiliser que ce troisième pilier en croyant qu'on peut tout soigner, c'est le contexte de la pathologie ou la narration de la maladie. C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que l'organisme là n'a plus été dans son plein pouvoir pour pouvoir se protéger contre cette agression? Qu'est-ce qui fait qu'il a laissé une porte ouverte au mal-être finalement? Et du coup, de mettre ensemble ces 3 concepts et de gérer une pathologie
et la personne qui est habitée par cette pathologie. Avec ces 3 angles, permet, selon moi, et avec l'expérience que je commence à en avoir, de régler beaucoup mieux et de manière beaucoup plus durable une pathologie. Parce qu'on peut se rendre compte que si, avec un médicament, par exemple anti-inflammatoire, pour enlever une inflammation quelconque ou bien une fièvre, on va finalement stopper la réaction du système immunitaire. L'inflammation, elle est là pour combattre le pathogène. Quand on enlève cette inflammation, il n'y a plus de trucs de Panzerfaust là, qui viennent cramer les virus. On les a enlevés. Donc, le corps doit trouver d'autres moyens. Et parfois, ce que je peux observer, c'est que du coup, la maladie, elle va se cacher ailleurs, ou alors le système immunitaire est très affaibli, et le prochain petit microbe qui passe est attrapé d'une manière beaucoup plus virulente que ce que ça devrait être au début. Donc tu as l'impression que souvent cette médecine qui cherche à réagir très vite aux petits inconvénients de notre état de santé, elle vise davantage à éliminer les symptômes que les maux dont ces symptômes sont les signaux, en quelque sorte. Ça, c'est une question très intéressante parce que, en fait, on part du postulat que nous avons droit de vivre en pleine santé et que du coup, le mal-être doit être éliminé. La douleur ne doit pas exister. Je ne sais pas si c'est un droit, mais c'est un souhait. Hein. Alors, c'est un souhait, mais qui est presque revendiqué, parce que quand un patient lambda va chez un médecin lambda, il s'attend à ce que le médecin lui diagnostique précisément le mal dont il souffre et lui donne un petit papier sur lequel sera écrit une liste de médicaments qui vont être des médicaments qui vont lui enlever sa maladie. Moi, j'ai des gens très proches de moi qui préfèrent largement prendre des anti-inflammatoires quand ils ont leur grippe saisonnière pour pouvoir continuer à aller travailler plutôt que de prendre une petite cure de citron pressé chaud, d'alléger leur alimentation, de se mettre un bonnet au fond du lit pour transpirer et laisser la fièvre faire son travail. Et de toute façon, la maladie durera le même nombre de jours, c'est-à-dire 7, mais elle sera vécue différemment. J'ai lu ça dans certaines études, j'ai trouvé intéressant comme réflexion de se dire qu'on a tellement peur de la mort, c'est tellement devenu un tabou que nos faiblesses où nos manques de bien-être nous font penser à ça et nous font croire qu'on s'en rapproche et que du coup on veut les éloigner le plus possible. Ah donc même une petite crève, une petite grippe saisonnière, derrière il y aurait l'angoisse de la mort. Moi j'ai l'impression quand j'ai ma grippe saisonnière et que je laisse mon corps la faire, ce qui n'arrive pas toujours parce qu'en tant que mère au foyer célibataire, il faut quand même que je puisse bosser. Oui. Moi, j'ai l'impression quand j'arrive au 3e ou 4e jour de la grippe, quand je suis dans le pic de la maladie, au fond de mon lit, avec des créatures qui me sortent du nez, la fièvre, avoir l'impression d'avoir une tête comme ça, j'ai une espèce d'impression que plus jamais je ne serai en bonne santé. J'ai presque oublié comment j'étais quand j'étais bien. On a la peur que plus jamais ça ne revienne comme on était avant. Et puis du coup, c'est le lendemain que ça va mieux. Moi, je vois des gens dans mon cabinet qui passent avec des pathologies articulaires, des douleurs de dos qu'ils ont depuis longtemps. Ils n'ont plus l'impression qu'un jour, ils pourront aller vers quelque chose de beaucoup plus agréable à vivre, vers un mieux-être qui va leur rendre une grande partie de leur mobilité. Si bien sûr la médecine est amenée à lutter contre des maladies qui vraiment nous amenuisent, nous mettent en danger de mort ou nous mettent plus que mal à l'aise, les petites maladies dont on parle, comme la grippe saisonnière, sous réserve qu'on ne soit pas soi-même un sujet trop vulnérable, hein, comme notamment les personnes âgées qui meurent parfois de la grippe saisonnière, ce serait en fait non pas vraiment des maladies, mais des espèces de purges ordinaires en fait, qui font partie presque d'un cycle saisonnier, d'un nettoyage de l'organisme, parce que tu présentes ça comme si ce n'était pas vraiment des maux, mais des choses, des espèces d'inconvénients qu'on doit laisser passer, des étapes à passer pour aller mieux ensuite, plutôt que de les combattre. En fait, elles ne vaudraient pas la peine d'être combattues, c'est ça ? Alors, dans ce que tu viens de dire, il y a 2 choses qui sont très intéressantes. C'est que la première, en fait, effectivement, le 90% des pathologies auxquelles on est confronté se guérissent toutes seules. C'est pas qu'elles se guérissent toutes seules, c'est que du coup il y a ce truc magique auquel on pense jamais, qui est le système immunitaire qui fait son travail pour combattre ces pathologies et on va guérir. Et c'est d'ailleurs ça qui profite à beaucoup de thérapies alternatives pas très fiables qui peuvent faire croire qu'elles fonctionnent parce qu'elles traitent ce 90% de pathologies. Alors que c'est juste le temps qui a passé. Exactement, la grippe c'est bien connu, elle durera 7 jours qu'on la soigne ou qu'on ne la soigne pas. En fait, la deuxième chose qui est importante, c'est que dans une des pratiques de médecine asiatique, j'ai pu lire dans un article qu'il partait du postulat, le médecin asiatique, pardon, je ne me souviens plus de quel pays c'était, mais qu'un corps qui n'est jamais malade est un corps en mauvaise santé.
parce que c'est un corps qui n'arrive pas à évacuer ce qu'on appelait autrefois les mauvaises humeurs, c'est-à-dire tous les déchets que l'organisme crée de toute façon, il n'arrive plus à les évacuer C'est correctement. comme un corps qui ne transpire pas ou une tête qui ne fait pas de cauchemar. Exactement, c'est ça. exactement. On n'évacue pas. Et que du coup, effectivement, c'est difficile à vivre, mais qu'une bonne gastro de temps en temps, si tant est plus est qu'on la suive correctement, qu'on fasse attention de ne pas trop se déshydrater et qu'on ne soit pas sur un organisme faible comme une personne âgée avec des comorbidités ou un nourrisson, on s'entend. Mais personnellement, moi, quand je sens les symptômes d'une gastro, ben, je vais la laisser faire son travail. Je vais alléger mon alimentation et laisser le travail se faire parce que je sais qu'après, ben, déjà, j'aurai perdu mon gras de l'hiver et puis que du coup, mon corps rentrera mieux dans mes pantalons. Et puis qu'ensuite, les jours après le rétablissement complet, je vais me sentir pleine d'énergie parce que justement, mon corps aura évacué toutes ces toxines. Et j'avais retrouvé ça dans certains livres de grand-mère parce que j'ai été faire beaucoup de recherches dans les vieux bouquins de médecine pour essayer de retrouver la trace, par exemple, de l'usage des extraits hydroalcooliques ou de ce genre de choses. Il parlait de maladies émonctoires, qui sont des maladies qui permettent d'évacuer les mauvaises humeurs. C'est-à-dire que, par exemple, ceux qui souffrent d'hémorroïdes chroniques, de petites hémorroïdes, on ne parle pas des grosses crises d'hémorroïdes, ou des maux de tête, ou de petites acnées, ou de petites dermatites type léger eczéma. C'est vraiment la première fois que je fais une vidéo où on parle d'hémorroïdes. Je voulais juste le signaler, ce sera la dernière. Mais hémorroïdes, insufflation anale. Rien n'est laid qui ne soit laid de nommer. Je t'en laisse d'autres pour après. J'adore. C'est ces petites choses-là qui permettent d'évacuer les mauvaises humeurs. J'avais fait l'expérimentation avec mon fils, parce que... Mais merci d'avoir pu être maman. Du coup, mon fils a servi de cobaye à pas mal de mes expériences. Il s'en sort très bien, tu peux l'attester. Mais en fait, il avait développé, parce que lui, il avait un pôle pulmonaire un peu faible. On va tous avoir une faiblesse à un endroit ou à un autre, qui est du coup l'endroit où notre corps va pouvoir évacuer ses mauvaises humeurs. Bref, donc lui, il commence à faire sa petite pneumonie de l'hiver. Alors je dis petite pneumonie, mais quand il fait sa pneumonie, c'est quand même un truc un peu intense. On a appris à soigner ça avec le temps, mais cette fois-ci, je venais de découvrir un remède, enfin un mélange d'huile essentielle qui avait l'air d'être assez coup de poing. Je l'avais testé sur moi, ça m'avait permis de passer le cap et puis de pouvoir continuer à travailler. Et puis du coup, je vois les premiers symptômes apparaître chez mon fils, donc je lui donne ce remède. Le lendemain, plus rien. Alors vraiment, là, je me suis dit, waouh, le truc est miracle, finalement. Et 2 jours après, il m'appelle, il était en train de se changer, il devait avoir 8 ou 9 ans, il était en train de se changer pour se mettre en pyjama, il m'appelle et en fait, il avait une énorme plaque d'eczéma sur le poumon, mais vraiment sur le poumon. Et puis, je regarde ce truc, j'avais jamais vu un eczéma comme ça, vraiment la taille d'une de nos pièces de 5 francs, donc à peu près comme ça, parfaitement rond. Et du coup, là, j'ai découvert que ça s'appelle de l'eczéma numulaire. Et en faisant quelques recherches, je me suis rendu compte que c'était un eczéma qui était observé chez les personnes très très gros fumeurs, consommateurs d'alcool ou vieux et très malades. Et du coup, je me suis dit, mais alors comment est-ce que mon gamin de 8-9 ans peut développer un truc pareil ? Et en y réfléchissant, je me suis dit que j'avais dû soigner trop fort la pathologie qui lui permettait d'évacuer ses toxines, donc sa petite pneumonie, et que du coup, l'ayant soigné trop fort, son corps a trouvé le moyen de l'évacuer autrement, par un eczéma numulaire. D'accord. Donc là, j'ai surtout rien fait, j'ai absolument pas touché, j'ai mis aucune huile, aucune pommade, rien du tout. Et en quelques jours, l'eczéma s'est complètement résorbé. Et en regardant finalement, il avait passé le même nombre de jours à se taper son eczéma qu'il en aurait passé à avoir sa pneumonie. Là, on parle d'enfants. Dans le cas d'adultes, ce qui est un peu plus compliqué dans notre société, c'est qu'on a tendance à médicaliser, voire à surmédicamenter, je sais plus comment on dit, surmédicamenter ces petites purges saisonnières, tout simplement parce qu'on a envie de retourner plus vite au travail. En Suisse, on a ce système, je ne sais pas si c'est officiel, mais c'est l'usage, c'est qu'on a une espèce de tolérance de 3 jours d'absence, ensuite de quoi il faut la justifier. Et pour la justifier, il faut une attestation médicale. Or, demander une attestation à un médecin tout simplement parce qu'on a une petite crève, c'est vraiment quand même du temps perdu et de l'argent perdu aussi. On ne devrait pas avoir à le faire et le médecin devrait avoir autre chose à faire aussi. Donc est-ce que ce qui nous pousse pas à se médicamenter pour rien, c'est pas les performances qu'on attend de nous dans le monde du travail, quoi, en société capitaliste? Je crois qu'il y a 2 choses. La première, c'est qu'il y a toujours un petit plaisir à bouffer des pilules, qu'elles soient conventionnelles ou naturelles.
Moi, quand j'ai commencé à travailler avec les huiles essentielles, je trouvais trop super de jouer à Mademoiselle Parfum. C'était vraiment génial. Et puis je mettais des petites gouttes partout et puis j'en prenais tout le temps. Ouais, mais ça sent bon, c'est quand même plus glamour oui, mais des tubes d'aspirine. J'observe le même genre de tendance chez les gens qui vont avoir une pharmacie conventionnelle. Parce que vite, on va bouffer un petit truc. C'est une certaine manière de prendre soin de soi. Quand on va chercher un peu derrière, un peu plus loin, puis qu'on tord un peu la réponse. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Et puis il y a effectivement cette chose de rentabilité, de pression qu'on va se mettre soi-même ou que notre éducation, notre contexte social nous met, comme quoi on ne doit pas être malade, on ne doit pas être en retard, on ne doit pas manquer des jours, sinon on sera mal vu ou on se verra mal soi-même. Et pour moi, c'est ça qui est en train de donner les espèces d'épidémies de burn-out qu'on voit arriver autour de nous, c'est que tout à coup, le corps, il en peut plus. Voilà, on n'a pas plus donc, de temps il trouve le moyen d'arrêter clairement le truc. Et quand on regarde le fonctionnement d'un burn-out, c'est que ça s'arrête. La personne ne peut plus réfléchir, elle ne peut plus s'occuper d'elle-même, elle ne peut plus avoir d'interaction sociale. Ça stoppe vraiment complètement. De saturation. Tout à fait. C'est difficile de parler de médecine sans parler de psychologie aussi, c'est-à-dire que le patient, il est aussi fait d'affect, d'habitude, de comportement, il a un habitus qui lui est propre. Et tu parles de gens qui finalement se comportent avec leur pharmacie comme le ferait un œnologue avec un carnotset, hein. En gros c'est ça, c'est-à-dire il y a presque un rapport hédoniste à la consommation de médicaments. Ça me rappelle une réflexion de Louis-Ferdinand Céline, l'écrivain qui était médecin de profession avant d'être romancier, médecin de banlieue, et qui était frappé par l'intérêt passionné avec lequel ses patients l'écoutaient quand il leur parlait de leur pathologie à eux. Ils avaient l'impression d'exister, parce que surtout, à plus forte raison, s'ils avaient une pathologie qui leur était propre, qui peut-être demain porterait leur nom dans l'histoire de la médecine. C'est vrai qu'on aime tous bien être singularisés par des choses qui nous sont propres, mais si possible, autre chose qu'une maladie ou qu'un problème. Et beaucoup de médecins se font cette réflexion, à savoir que les gens ont une espèce de passion pour leurs petits dérèglements, ce qui les pousse peut-être à se prendre de passion pour la constitution d'une pharmacie conventionnelle ou alternative. Toi qui as fréquenté beaucoup de patients, de malades, comment tu définirais ce rapport parfois un peu problématique des gens avec leurs petits problèmes de santé? Ça fait partie du domaine complexe qui pour moi fait partie des portes d'entrée pour réussir à toucher le bouton déclencheur chez la personne pour lui permettre d'aller mieux. C'est-à-dire qu'on va avoir beau administrer n'importe quel traitement, le plus efficace soit-il, le plus conventionnel, le plus traditionnel, le plus adapté possible, si on n'a pas enclenché ce petit bouton target là qui va faire que la personne va dire « Ah ouais, je veux aller mieux », ça ne marche pas. Une partie des gens vont retirer un bénéfice à leur pathologie, consciemment ou inconsciemment. C'est-à-dire par exemple la mère au foyer surbookée, surmenée, elle va avoir tendance à développer des migraines parce que ça va être le moment de la migraine, tout s'arrête autour d'elle, les enfants se taisent, le mari l'enquiquine plus, elle peut enfin se reposer parce que sinon elle doit être toujours disponible. Il y a cette chose-là déjà, c'est que la pathologie protège, et puis il y a le truc que moi j'ai remarqué... Tu es en train de dire que quand une femme dit qu'elle a la migraine, c'est vrai? Bien sûr. D'accord. Voilà. Il faut partir du postulat qu'aucune maladie n'est fausse. D'accord. C'est-à-dire que cette fameuse échelle de la douleur, elle va être différente selon chacun, et on n'a absolument pas du tout le droit de la comparer d'un individu à un autre. Moi j'ai accouché sans péridurale, ce qui va être une douleur de 5 sur 10 pour moi, ne sera pas du tout la même chose pour toi. Oui, bien sûr. Certaines personnes rigolent en disant qu'un homme qui vient de se couper avec une enveloppe hurle, alors qu'une femme qui a accouché sans péridurale recommence à bosser le lendemain. Je ris toujours un peu jaune à ce genre de choses parce que c'est tellement important de prendre en considération la décharge émotionnelle qui ressort de quelle que soit la pathologie. Donc vraiment, on va commencer par en prendre soin. La médecine de maintenant, et ça fait quand même un moment que ça dure, le médecin a de moins en moins de temps pour s'occuper de son patient. On dit ce qu'on a, il écrit 3 mots sur un papier, il nous le donne et puis au suivant. Mes patients me disent souvent, oui, on est un numéro sur un ticket. Alors qu'ils aiment, et ça je l'ai entendu beaucoup, aller chez le médecin homéopathe parce que là, le médecin va prendre le temps de les écouter. Et qu'on est dans une société où quand on va voir nos amis, on va de toute façon tenir un rôle.
pour être bien, pour être aimé par nos amis. Quand on va être dans notre foyer, on va plus ou moins tenir un rôle parce qu'on veut quand même pas trop être horrible pour que notre conjoint continue à nous apprécier et que nos enfants nous aiment. Quand on est au boulot, c'est encore pire. Quand on est dans la vie sociale avec des inconnus, c'est encore pire. Et du coup, il n'y a plus un seul moment où on peut se relâcher face à quelqu'un. Se relâcher tout seul, finalement, ça a de l'intérêt, mais il faut avoir compris que la solitude est quelque chose de nourrissant, ce qui, dans nos sociétés, est un peu difficile. Mais d'avoir tout à coup une oreille attentive qui va écouter vos mots et y donner foi, leur donner du crédit, et puis vous les expliquer, vous redonner prise sur ce qui vous cause des problèmes, et vous montrer qu'il y a une résolution possible, c'est profondément gratifiant. Quand tout à coup, au début, je m'empêchais de faire ça parce que je pensais que déontologiquement, ça se faisait pas, mais d'arriver vers quelqu'un qui fait partie de mes proches et dire « Oh, dis donc, j'ai l'impression que tu souffres, t'as un truc qui coince dans le dos, je pense que t'as ça qui va pas. » La personne peut être surprise au départ, peut-être un petit peu dérangée d'avoir tout à coup été transparente comme ça à mes yeux, mais ensuite, il va y avoir ce bonheur d'avoir une relation dite privilégiée, avec une personne avec laquelle il n'y a pas d'autre engagement que financier, et qui va prendre soin de vous. Vous allez avoir un moment, rien que pour vous, en dehors de tout le reste, que vous pouvez légitimer aux yeux de la société, c'est-à-dire non, je vais chez le médecin, ou non, je vais chez le masseur, ou je vais chez le physio, ou je vais chez le naturopathe, etc. Du coup, tout le monde donne crédit à ça, comme une femme qui dit « Ouais, mais j'ai mes règles, alors ça va pas. » Ok, on laisse faire. Ce moment avec le médecin, c'est un moment qui est spécial, précieux pour la personne, parce qu'enfin, elle a un moment rien que pour elle, légitime aux yeux de la société, elle a le droit d'aller faire ça, et il n'y a pas d'autre rapport que celui monétaire pour simplement avoir un moment pour soi. Donc il n'y a pas de rapport affectif ou de choses comme ça. Comme le médecin comme confident en quelque sorte. Comme confident, comme parent. Ouais. Bah, le problème, c'est que la médecine ne prend pas vraiment ce tournant-là. En Suisse, avec des réformes comme TARMED, enfin des conventions qui font que les médecins sont obligés de justifier et d'enregistrer tout ce qu'ils font dans une optique de rentabilité qui ne va pas vraiment dans le sens de ce temps d'écoute. Et en plus de ça, la Suisse manque de plus en plus de médecins de famille, de cabinets de médecins généralistes, parce que les gens qui se forment en médecine aimeraient tous devenir spécialistes de quelque chose, peut-être pour gagner plus. Donc ça a tendance à disparaître, d'où d'ailleurs le succès de certaines médecines dites alternatives. Je vois bien dans le cadre des cabinets de médecine chinois en Suisse qui fonctionnent assez bien. Ce sont des médecines généralistes et qui proposent une offre à taille humaine. En gros, ce sont des médecins de famille qui pratiquent la médecine chinoise naturelle, mais ce sont des médecins de famille. Or, cette place est prise un peu parce qu'elle est vacante. Alors, comment faire dans la médecine actuelle pour que les thérapeutes puissent avoir ce rôle un peu social dont tu parles ? En fait, ce qui se passe avec la recrudescence d'intérêt pour les médecines alternatives, c'est qu'effectivement, les gens vont avoir du temps pour eux avec leur thérapeute, ils vont pouvoir créer un lien. Le thérapeute va se souvenir d'eux la prochaine fois, les saluer, pas comme quand on va chez un médecin normal, traditionnel. En France, c'est la même chose. J'ai des patients qui viennent de France me voir. On ne sait jamais vraiment si le médecin se souvient de notre tête et de notre dossier finalement. Ce qui va marcher dans ces thérapies alternatives, c'est que le médecin a le temps et écoute le patient dans sa globalité. J'ai une patiente qui m'a raconté une histoire très intéressante. Elle souffrait depuis un moment de démangeaison anale. Et puis du coup, elle s'est dit qu'elle avait des vers. Et puis du coup, elle a essayé les traitements habituels pour les vers. Et puis ça n'a pas marché. Donc elle a été chez le médecin pour lui demander quelque chose de plus efficace. Et puis tout à coup, en y pensant, elle a dit « Ah mais en fait, j'ai souvent des mycoses et mon gynécologue m'a donné telle pommade. » Et là, le médecin a dit « Non, mais ça, j'en sais rien. » Et en fait, on est pile poil dans un cas où c'est quand même deux orifices qui sont très très proches. Enfin, il y a à peine deux doigts qui les séparent. Qu'est-ce qui fait que tout à coup, ce soit deux personnes qui soient tellement éloignées l'une de l'autre qu'elles ne puissent pas avoir des compétences qui se recoupent ? Parce que effectivement, c'était un problème qui était lié entre les deux orifices et que le fait qu'elle le traite de manière séparée chez deux praticiens différents depuis des années entérinait un problème qui était en fait, là, c'était dans une période dans la médecine, il disait le chien peut avoir des puces et des poux.
C'est-à-dire que plus on va traiter le chien pour des puces présupposées, le chien continue à se gratter, on se dit que le traitement des puces n'est pas assez efficace, on rajoute, mais en fait il y avait aussi des poux derrière, et le traitement est inefficace pour les poux. Oui, j'ai entendu un cas comme celui-ci, un patient qui allait chez son généraliste et il avait un problème testiculaire. Et le généraliste dit, alors, vous avez un problème testiculaire, moi je suis généraliste, je vais vous envoyer vers un de mes collègues, spécialiste des testicules, vous irez de ma part et vous pourrez aller en consultation, vous pourrez prendre rendez-vous. Et il note sur un papier, avec son écriture de médecin un peu lisible, l'adresse de son confrère, en regardant dans son répertoire d'adresses. Le problème, c'est qu'il s'est trompé d'une ligne et il l'a envoyé vers un autre de ses amis qui était avocat. Et le type va chez l'avocat sans se douter de rien. Et puis, sa secrétaire le fait asseoir, l'avocat s'assied en face, il dit « Ah, monsieur, qu'est-ce que je peux faire pour vous ?» « Eh bien, voyez, j'ai un problème au testicule gauche et j'aimerais bien le résoudre, on m'a recommandé à vous. » Et le type il dit « Ah, je suis désolé pour vos problèmes, mais moi, vous savez, ma spécialité, c'est le droit. » Et puis il dit « Ah bon, parce que maintenant, la médecine, c'est tellement spécialisé qu'il y a un spécialiste de chaque couille. » Voilà, c'était pour détendre l'atmosphère, on peut comprendre. Mais c'est ça, c'est exactement ça. On se retrouve, moi j'entends des histoires de patients qui me racontent des trucs tout autant rocambolesques et on pourrait en faire des blagues de quoi nourrir toute une soirée. Le problème de cette médecine spécialisée avec des tas de gens qui sont spécialistes dans leurs petits trucs, c'est qu'on oublie d'avoir une vision globale du patient, de regarder qu'est-ce qu'il mange, comment il dort, quel est son travail, quel est son contexte de vie de famille. Comment il s'habille. Moi j'ai des gens, c'était un confrère qui me parlait d'une patiente qui avait des règles qui sentaient affreusement mauvais. Puis du coup après avoir rigolé un peu sur cette histoire, exemples, ça, mais tu les alignes. J'adore ça. T'as pas un truc sur les fistules ou des... Non, on peut pas. Bon, on verra plus celle-là, tard. je te lâche. Non, c'est bon, on va quand même pas trop choquer les auditeurs. Non, et du coup, elle avait vraiment des pertes menstruelles qui sentaient abominablement mauvais. On rigole un petit peu, et puis je lui dis, ouais, mais quand même mauvais. Puis je dis, mais je la sens rentrer dans le cabinet, ça sent, il y a l'odeur qui est là, ça met un moment à partir. Puis on en parle un moment, il me montre ce qu'il avait prescrit jusqu'à maintenant. C'est un excellent aromathérapeute que j'admire beaucoup. Puis on regarde ça à deux, on commence à se poser des questions. Les médecins et les thérapeutes aiment bien se retrouver entre eux pour parler des patients, pour voir s'ils ne pourraient pas trouver d'autres solutions. Et puis tout à coup, je dis, mais qu'est-ce qu'elle porte comme protection hygiénique? Puis là, il me dit, mais j'en sais rien. Je dis, ben voilà, regarde. Est-ce que tu as remarqué que quand tu passes dans les rayons de supermarché, à l'endroit où il y a toutes les protections hygiéniques pour femmes, tu as une odeur? Pour moi, cette odeur, elle pue. Et c'est l'odeur, paraît-il, j'ai pas de télé, donc je ne sais pas, mais dans les pubs pour protection hygiénique, ils disent qu'ils mettent des odeurs dessus pour que ça ne sente rien. Pour les femmes qui ont réutilisé des systèmes alternatifs de coupe menstruelle ou quelque chose comme ça, on sait que le sang menstruel ne sent quasiment pas grand-chose de plus que du sang normal. Donc pourquoi mettre un déodorant là-dessus? Et puis il ne faut pas oublier que la plupart des protections du commerce facilement trouvables, c'est des trucs avec des produits chimiques à n'en plus finir. Et cette dame, je lui ai dit, elle a sûrement une réaction cutanée ou mycologique, parce que c'est quand même une muqueuse presque à ciel ouvert, due à ces protections hygiéniques. Alors du coup, il me dit, ah tiens, j'avais jamais pensé à ce truc, je vais lui en parler, mais je lui dis, mais tiens-moi au courant s'il te plaît. Et il m'appelle 2 mois après, il me dit, écoute, je l'ai appelé le soir même, je lui en ai parlé, on a bien rigolé. Elle est revenue vers moi pour me dire que depuis qu'elle utilisait des serviettes hygiéniques naturelles, parce que maintenant, grâce à tous les bobos qui nous font des trucs bio, etc., on peut trouver des serviettes non blanchies, sans aucun produit chimique, avec des fibres en coton, et bien depuis, elle sent plus mauvais, du tout. Et en fait, la médecine de nos jours oublie de regarder tout ce contexte. C'est ce que je disais avec ces 3 piliers de la médecine, c'est-à-dire qu'est-ce qui englobe tout ça? Qu'est-ce qui fait que cette pathologie est arrivée? Là, on a commencé à entendre un terme que moi, j'avais encore jamais entendu. Alors, je le connaissais, mais je trouvais dommage qu'on n'en parle jamais, grâce à cette crise sanitaire, qui est la comorbidité. La comorbidité, ça veut dire qu'il y a plusieurs autres pathologies qui sont dans le même organisme vivant et qui font que... on va avoir plusieurs problèmes et que du coup vous en rajoutez un autre de problème par-dessus et tout à coup ça crée un chenil pas possible. Faut pas oublier aussi que dans les comorbidités, du coup maintenant il existe des bouquins pour les médecins
exprès pour savoir si le médicament qu'ils vont prescrire peut avoir des interactions avec d'autres médicaments déjà prescrits. On est arrivé dans un état de pratique presque d'alchimie morbide qui est assez avancé parce que certaines personnes se retrouvent à prendre un médicament pour le cœur et puis un médicament pour le ventre parce que du coup le médicament pour le cœur flingue le ventre et puis du coup un médicament pour les reins parce que le médicament pour le ventre flingue les reins et puis du coup un truc et puis en fait ils bouffent 10 pilules par jour alors qu'ils n'ont qu'un seul problème. Oui, avec des effets secondaires. Exactement. On parle souvent au sujet de certaines médecines naturelles, de médecine holistique, c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble des aspects du corps et qui ne fait pas, comme pour reprendre une autre expression en médecine chimique, une expression qui vient du domaine de la guerre, qui est les frappes chirurgicales. La frappe chirurgicale, si elle fonctionne, elle est précise et radicale. Seulement, pourquoi on utilise ironiquement cette expression? Parce qu'on sait que dans le domaine de la guerre, notamment on voit dans l'histoire des guerres américaines, ces frappes chirurgicales prétendues, en fait, elles font beaucoup de dégâts collatéraux, autre terme militaire. Et les frappes chirurgicales de la médecine, souvent, elles font des dégâts collatéraux parce qu'elles prennent pas le corps dans son intégralité, mais elles soignent un organe. Et ensuite, c'est un autre médecin qui devra soigner l'organe a priori sain qui souffre de l'effet secondaire du premier organe traité, etc., etc. Est-ce que c'est une fatalité dans le degré de développement technique auquel a abouti notre médecine, ou est-ce qu'on pourrait avoir une médecine tout aussi efficace et ciblée, mais qui en même temps soit holiste? C'est-à-dire, on parle de comorbidité, mais on pourrait parler aussi justement de une vision co-sanitaire, co-équilibre, c'est presque un pléonasme, parce que le avec co dit avec un équilibre complet. Voilà, un équilibre complet. Est-ce que ce serait pas possible? Je me suis rendu compte qu'à partir du moment où le christianisme a pris beaucoup de place, on a évincé ce qui s'appelait la médecine hippocratique. Il y a un des textes de la médecine hippocratique, une petite phrase que j'aime beaucoup, que je relis assez régulièrement à mes patients, qui est dans ce bouquin qui s'appelle le Serment d'Hippocrate, dans lequel est ce texte aussi. Il y a un texte qui dit « La médecine sait guérir parfois, soulager souvent et réconforter toujours ». C'était une période où la médecine se posait plutôt le médecin se posait en observateur humble qui cherchait à soutenir son patient. Mais il n'était pas dans une espèce d'attitude de l'ego de dire je vais soigner. Moi, je vois le temps, l'énergie et parfois la tension que ça crée dans mes réflexions quand je bosse sur un cas de patient. Ça m'arrive souvent de recevoir quelqu'un qui m'amène tout son fatras de problématiques. Je note tout ça et puis je m'occupe du truc le plus important qui est le plus sensible pour la personne. Souvent, c'est au niveau manuel et puis je fais ce qu'il faut pour remettre un peu de WD-40 et puis 2-3 coups de scotch pour que tout tienne jusqu'au rendez-vous suivant. Et avant le prochain rendez-vous, je vais prendre du temps dans mes bouquins à chercher, à étudier, à aller comprendre, à aller faire un peu le Sherlock Holmes dans ce corps humain. Mais je peux me permettre de prendre ce temps-là parce que je me donne le temps, parce que j'ai fait le sacrifice d'une vie remplie d'argent et confortable pour avoir le temps. Justement, je gagne moins, je pratique moins, mais j'ai plus de temps pour bosser sur le cas de mes patients. Et puis du coup, je prends moins de patients parce que comme ça, je m'en souviens. Oui. Je me souviens le soir de quelle personne j'ai eu. J'ai vu la période où je bossais avec presque 10 patients par jour. Le soir, je rentrais, je ne me souvenais pas des 10 patients. Et ça, pour moi, ça me fait un effet très bizarre parce que ça veut dire que je me suis mis à faire un travail à la chaîne. Oui. Je pense que pour réussir à peut-être refaire un chemin vers une médecine qui soit plus dans une recherche de complète santé, il faut arriver à arrêter de vouloir avoir une action ciblée parce que la cible nous empêche de voir la globalité. Tu sais, quand tu es en train de jouer aux fléchettes, tu regardes le point central, tu regardes plus tout ce qui se passe autour. Et que du coup, ça nous prend plus de temps. Ça nous demande de ne jamais arrêter d'apprendre. Moi, je suis toujours en train de lire des trucs compliqués, de sortir de ma zone de confort intellectuel. Quand je suis absolument sûre d'un truc et que je me dis c'est ça, la théorie, c'est plus une théorie, ça c'est une vérité par rapport à la santé. Et ben du coup, je me dis ok, donc là je suis tellement sûre de mon machin, je vais le mettre de côté et je vais essayer de me prouver le contraire. Et donc de partir avec un postulat inverse et de regarder ce que ça donne. Et puis comme ça, je m'oblige à vraiment garder une certaine gymnastique. Mais c'est désagréable. C'est désagréable parce que du coup, je ne peux plus me présenter comme étant sachante. Je suis étudiante.
Donc, se retrouver devant un patient et lui dire « je sais pas, c'est en dehors de mon domaine de compétence », c'est fort. Alors, pour le patient, étrangement, ça le sécurise beaucoup. Mais pour le thérapeute, le praticien de santé, c'est un travail à faire de devoir dire « je sais pas, on peut regarder ensemble, je vais faire des recherches ». Je pense que ça ne pourra pas venir sans une modification de fond de notre système social. Qu'est-ce qui nous anime en tant que société occidentale? Qu'est-ce qui nous porte? De quoi est-ce qu'on rêve? Alors j'en parle d'une manière un peu onirique, mais c'est quelque chose de très pragmatique. On rêve de paix, de calme, d'argent, de grosses voitures, de bonne bouffe, de vin extrêmement cher ou de malbouffe, de fringues. Qu'est-ce qui nous anime en fait? Pourquoi est-ce qu'on se lève le matin pour aller travailler? Qu'est-ce qui se passe? Je pense que le jour où on va s'arrêter et se poser cette question, on va modifier notre manière d'agir. Parce qu'un médecin qui s'arrête, moi j'ai eu une discussion avec des membres de ma famille qui est médecin, réputé à Genève, et qui me parlait avec un désarroi profond dans le fond de la prunelle en disant « mais je passe plus de temps à faire de l'administratif qu'à voir mes patients. Donc du coup, là j'ai arrêté de bosser à 100%, maintenant je suis à 50% et les 50 autres pourcents, je m'occupe de mes enfants. » J'aime beaucoup discuter avec des gens qui sont contre la médecine alternative, qui sont contre la naturopathie, qui trouvent que je n'ai aucune légitimité à me positionner en tant que soignante, parce qu'ils vont m'apporter de la matière à réflexion, et c'est des gens qui veulent tout de suite, parce qu'ils ont le réflexe d'avoir tout de suite. C'est des gens qui veulent pas sentir une limitation, c'est des gens qui veulent vite prendre un petit cachet pour pouvoir continuer à avoir leur vie naturelle, normale. C'est des femmes qui vont beaucoup se maquiller, c'est des hommes qui vont chercher à présenter beaucoup de trucs. Et ça dénote une espèce de vide à un endroit dedans qu'ils ont oublié qui pouvait être rempli, enfin qui pouvait être rempli par autre chose. Et j'ai l'impression que l'engouement qu'il y a maintenant pour toutes les activités naturelles à l'extérieur, les bacs de plantes sur les balcons, les régimes bio, les diététiques un peu plus dures, végétariennes, véganes, sans y mettre aucun jugement, mais quand je vois l'engouement que les gens ont ça, j'ai l'impression que c'est une manière de se rapprocher de ce truc, de se rendre compte qu'il y a peut-être quelque chose d'essentiel qu'on a oublié. Et finalement, quand je regarde autour de moi ceux qui ont été depuis longtemps chercher cette chose essentielle, eh bien, ils sont dans une santé incroyable. Un des membres de ma famille a 85 ans, la seule aide qu'elle reçoit, c'est une femme de ménage une fois par semaine. Et elle se nourrit mieux que moi, elle fabrique toute sa nourriture, elle fait son pain, elle est belle, elle est intelligente, elle est vive. C'est parce que c'est quelqu'un qui depuis 20 ans prend soin d'elle. C'est une personne qui réfléchit sur son fonctionnement. Je pense que c'est le seul moyen pour que notre société puisse évoluer. Alors maintenant, pour avoir quelque chose qui soit plus dans nos mains à nous, c'est de se demander en quoi est-ce qu'on croit, à quoi est-ce qu'on apporte crédit. Est-ce que c'est des gros diplômes dans une salle d'attente, ou est-ce que c'est une personne qui vous semble être à l'écoute? Est-ce que c'est une thérapie qui dit pouvoir soigner absolument tout, ou est-ce que c'est une thérapie qui aurait fait ses preuves? Et puis, est-ce que ça ne pourrait pas commencer par être quelque chose où on se pose soi-même les questions? Qu'est-ce que j'ai? Qu'est-ce qui fait que j'ai mal au ventre? La plupart du temps, les patients savent très bien ce qui leur fait du mal. Et puis du coup, par exemple, pour des douleurs de ventre ou des acidités gastriques, on va découvrir que l'alimentation n'est pas très juste. Puis du coup, je dis, bon, alors, qu'est-ce qui vous empêche de changer d'alimentation? Et là, on se retrouve face à un mur. C'est comme on nous dit, là il faut être dans la décroissance, mais les gens sont tous toujours avec leur smartphone. À mon avis, on est dans un moment charnière où on a l'occasion de pouvoir se poser ces questions et de pouvoir en groupe trouver des réponses. Plutôt que de fustiger tout ce qui ne va pas, on a vu que ça ne va pas. Ok, il y a plein de choses qui ne vont pas, il y a des choses qui vont, et maintenant comment est-ce qu'on peut faire pour... Tu vois, tu me parlais de certains activistes politiques qui sont en train d'essayer d'expérimenter les solutions qu'ils prônent depuis longtemps, et je trouve ça très intéressant. Quelle que soit la politique que c'est, de mettre en œuvre. Donc, maintenant, on va faire. Et puis, on va essayer de faire collectivement. Pas tous la même chose, comme ça, plus on fait tous quelque chose de différent, plus on a de chance de voir les erreurs et de reconstruire un truc qui fonctionne. Mais d'une part, c'est vrai que ce qui rend compliqué aujourd'hui cette vision globale de la santé du corps, c'est que la guilde des médecins, c'est divisé en spécialistes de tout. C'est difficile d'être à la fois
physiothérapeute, neurologue et oncologue, parce que c'est des formations différentes et ça demande beaucoup de savoir. Donc c'est difficile d'avoir cette vision globale. Et par ailleurs, même, tu penses que ce serait bien que les gens puissent développer la capacité de se diagnostiquer eux-mêmes, en tout cas pour des choses simples. C'est vrai que ce serait bien plutôt que de s'en remettre aveuglement à des spécialistes. Néanmoins, cette tendance, elle existe déjà et je ne sais pas si elle est si positive que ça, parce que les gens se passionnent pour ces questions de santé et on parlait avant, on ironisait au début de cet entretien en disant tout le monde doit avoir une opinion, être par exemple pro-Raoult ou anti-Raoult, alors qu'il s'agit quand même de virologie, ce qui est quand même pas la chose. C'est pas comme parier sur un match de foot, quoi. C'est un petit peu différent. Or, on voit que les gens ont l'habitude, à la fois par économie, par enfin, volonté d'économie d'argent ou par scepticisme envers la médecine, d'aller sur Internet quand ils ont un problème pour voir dans l'optique est-ce que quelqu'un a déjà eu ça et peut me dire de quoi il s'agit. On finit sur des forums, sur des doctissimos et on s'aperçoit que le Suisse moyen est spécialiste de la santé, donne des conseils à tout le monde et décrédibilise les médecins, souvent d'ailleurs de manière très péremptoire. Moi, j'ai beaucoup de peine à me retrouver dans ce rôle-là parce que objectivement, j'y connais rien. Et d'autre part, j'ai pas envie non plus de tomber dans une confiance aveugle dans les médecins comme dans les pièces de Molière, parce qu'il faut rester critique. Néanmoins, cet autodiagnostic, aujourd'hui, notamment via Internet, les réseaux sociaux et un esprit critique qui part un peu dans tous les sens, il a le vent en poupe. Mais est-ce que c'est une bonne chose que tout le monde se prétende spécialiste de tout? Redisons quand même une vérité évidente. La médecine, c'est des années d'études, quelles qu'elles soient, hein, autant les conventionnelles que les alternatives. C'est des années de pratique, d'expérience. On peut s'improviser beaucoup de choses dans la vie, mais je ne suis pas sûr qu'on puisse s'improviser médecin. On va avoir tendance, grâce aux réseaux sociaux et grâce au système des médias de maintenant, de se dire que y a 4 pélos imbéciles sur Doctissimo qui disent ça, donc c'est tout le monde. Moi, c'est pas forcément ce que je vois en cabinet. C'est vrai, peut-être. Oui, mais en fait, je vais aussi avoir tendance à moi faire le même biais cognitif d'aller chercher ce qui m'arrange dans ma réflexion. C'est-à-dire que ça m'arrange de dire les gens, c'est tous des connards. On peut dénombrer ceux qui ouvrent leur gueule, on peut difficilement dénombrer ceux qui se taisent. Exactement, exactement. Moi, ceux que je vois en cabinet, alors moi, c'est un peu particulier parce que c'est des gens bien spécifiques qui viennent. Mais quand je vais ouvrir mes espaces de discussion avec d'autres gens sans forcément dire qu'est-ce que je fais comme métier, je vois des gens qui cherchent des réponses pour la simple et bonne raison que le médecin ne leur apporte plus, parce qu'il n'a plus le temps de leur apporter, parce qu'il va leur dire vous avez tel et tel symptôme, donc on va vous donner des médicaments pour tel et tel symptôme. Oui, mais j'ai quoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que malgré toutes ces années où je viens vous voir, je prends des cachetons, j'ai toujours des trucs qui continuent à arriver? On est à un moment où les gens ont réalisé, ils réalisent seulement maintenant qu'ils ont accès à l'information. C'est comme un enfant qui fait une nouvelle étape de développement. On est là, waouh, il y a tout ça. Donc allons chercher, allons voir. Et puis j'ai été déçue par la médecine jusqu'à maintenant, donc je vais aller chercher par moi-même. Et puis du coup, ils vont faire des erreurs. Ça, c'est clair et net, comme on en fait tous. Et je pense que ça, c'est un début d'évolution. Moi, j'ai plutôt envie de le voir, non pas comme un principe fermé, c'est-à-dire que les gens sont des imbéciles sur Doctissimo, mais plutôt comme les gens sont en train d'essayer de chercher des systèmes alternatifs. Ils sont en train d'essayer de regarder d'autres options. Le problème des thérapies alternatives, c'est qu'on ne peut pas les mettre au même niveau que les médecins. Parce que, comme tu l'as dit, être médecin, c'est des années et des années d'études. Être thérapeute, avoir un diplôme de naturopathe ou d'ostéopathe, ou non, ostéopathe c'est un peu plus, mais de naturopathe ou de kinésiologue, toutes ces... Oui, mais en médecine alternative, il y a des gens qui ont un titre de docteur aussi, universitaire. Oui, mais ça c'est rare. Il y en a quand même... Il y en a, mais c'est beaucoup plus rare. En fait, on va avoir un thérapeute, mais c'est une personne qui aura fait peut-être 2 ou 3 week-ends de formation. Et qui pourra dire, voilà, je fais de l'ostéopathie crânio-sacrale. Voilà, je suis naturopathe. Et moi, j'ai eu tendance au début de ma pratique à croire que ces gens étaient absolument incroyables de savoir et me rendre compte qu'en fait, j'en savais plus qu'eux. Pour la médecine conventionnelle, il y a l'ordre des médecins. C'est un ordre qui non seulement protège les médecins, en cas de problème, mais va aussi leur enlever le droit de pratique si eux font une bêtise. Dans les thérapies alternatives, il n'y a pas. On n'a pas ça. On n'a pas un ordre des thérapies alternatives qui nous protège des problèmes. Il y a une discrimination qui peut quand même jouer, c'est celle de la reconnaissance des assurances maladie. Oui, mais ça, en fait... On aura une discrimination entre ces thérapeutes, entre ceux qui sont enregistrés sur les listes que les patients peuvent consulter pour avoir un remboursement et ceux qui ne le sont pas.
Et cette deuxième catégorie va forcément être discriminée parce qu'on va sous-entendre que la Confédération ne les ayant pas reconnus, ils sont peut-être moins crédibles ou sérieux que les autres. Alors ça va être une certaine catégorie de gens qui vont penser à ça, une certaine partie de la population, d'autres gens vont même pas y penser. Le problème des reconnaissances dans nos systèmes suisses, c'est qu'on est reconnu si on paye. Alors, tu as un diplôme de base, ça peut être ostéopathe crânio-sacral, tu as fait 2 week-ends et tu es ostéopathe crânio-sacral, je sais pas trop ce que c'est, mais on te dit que c'est trop super. Oui, super. Mais là, les assurances ne prendront pas en compte pour une formation de week-end. Bien sûr, parce que tu as un diplôme. Tu as un diplôme, tu peux aller à l'ASCA par exemple, et puis tu es déjà remboursé par certaines assurances, bien sûr. Et tu vas, alors en tout cas, je pense, mais il y a quelques années, c'était le cas. Je pensais effectivement à l'ASCA avec un diplôme de réflexologue, tu peux avoir un diplôme de réflexologue en quelques week-ends. À la limite, c'est étalé sur une année, mais c'est pas grand-chose. Ça veut dire c'est 5-6 week-ends par année, en une année, et tu es réflexologue reconnu par une assurance, si tant est plus est que tu payes, parce que c'est monétarisé cette reconnaissance. Donc, oui, il faut payer, mais il ne suffit pas de payer. Non, en fait, dans ma réflexion, c'était pas pour dire il faudrait ceci ou il faudrait cela, c'était plutôt pour dire que on est à un tournant où les gens se sont rendus compte avec ce confinement qu'il y avait foison d'informations, qu'il y avait foison de comptes rendus médicaux, de laboratoires, des laboratoires plus ou moins, comment on dit, sans conflit d'intérêt, de médecins et d'experts plus ou moins médecins, plus ou moins experts. On peut avoir des médecins qui en fait ne pratiquent plus, alors pour moi ça n'est pas un médecin, en fait c'est un ancien médecin, et du coup les gens sont en train de se rendre compte de ça, et je pense que c'est le moment où il faut qu'on se rappelle que notre autonomie passe aussi par la santé, et que si on veut pouvoir récupérer une certaine autonomie, récupérer les clés de notre bien-être, de notre liberté, en faisant pousser nos propres petits légumes, en devenant indépendant, en ayant des panneaux solaires pour avoir de l'électricité gratuite, ce genre de choses, ça passe aussi par la médecine. Et que ça, c'est ni du pipeau du dimanche après-midi quand il fait beau d'aller faire un petit cours d'aromathérapie, ni un énorme engagement de 10 années à 100% d'études. Il faut maintenant que les gens cherchent comment apprendre la médecine quotidienne, la médecine familiale, de soigner les petits bobos du quotidien. Et c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est en soignant qu'on devient soignant. Et que du coup, c'est au fur et à mesure du temps que les gens vont se réapproprier clé par clé les ressources nécessaires pour pouvoir déjà soigner une grande partie des pathologies par eux-mêmes. Alors, il ne faut plus leur vendre un poisson, il faut leur apprendre à pêcher, comme dit le proverbe. Mais moi, je pense qu'on peut aller encore plus loin, on leur apprend à fabriquer la canne à pêche. J'ai passé beaucoup de temps dans la forêt à apprendre à faire des tas de trucs sauvages qui s'appellent du bushcraft, des trucs comme ça. Et en fait, un jour, j'ai appris à fabriquer un arc. Et là, je me suis dit, waouh, mais en fait, ce truc de il faut pas donner un poisson, il faut apprendre à pêcher, en fait, il faudrait aller encore en avant, c'est apprendre à fabriquer ta canne à pêche. Parce qu'à partir de ce moment-là, quand tu sais fabriquer le fil de pêche, le hameçon et ton bout de bois, bah, n'importe où, avec rien dans les mains, si ce n'est peut-être un couteau, et ben tu peux potentiellement trouver ta nourriture. C'est pour autant que le poisson veuille bien mordre. Tu parles effectivement d'expérience dans la forêt. Il y a aussi un autre versant de tes activités dont on n'a pas parlé qui sont tournées vers une certaine autonomie. Je n'irai pas jusqu'à dire que tu es survivaliste, mais je pense que tu pourrais leur donner à certains d'entre eux pas mal de leçons, en tout cas sur ce plan de l'autogestion médicale. Tu travailles depuis plusieurs années sur ces questions-là, en tout cas dans le cadre de nos régions, puisque de toute façon tout est lié à des biotopes en particulier, c'est pas universalisable. Est-ce que tu peux nous parler de ça, c'est-à-dire toutes les recherches, les études, les enquêtes que tu as faites sur comment se débrouiller quand on est blessé, malade ou autre dans la nature, dans nos régions? Alors, ça a commencé quand j'avais une vingtaine d'années. Au tout début de la vingtaine, j'ai eu un grave souci gynécologique. Et puis, ce que me proposait la médecine, c'était de couper et d'enlever. Et je trouvais quand même un petit peu dommage. Et sur le chemin pour aller à l'hôpital en urgence, heureusement, on n'était pas dans une ambulance. J'ai demandé au conducteur de s'arrêter parce qu'on passait devant un parc. Puis je me suis arrêtée et puis je me suis assise dans ce parc et je me suis posé la question de savoir est-ce que j'en avais vraiment envie ? Et je me suis rendu compte que non. Donc à partir de ce moment-là, j'ai été chercher à l'époque, donc c'est là maintenant j'ai 38 ans, du coup ça fait il y a 18 ans, il n'y avait pas du tout un tel engouement qu'il y a maintenant pour les médecines alternatives, il n'y avait pas autant de bouquins sur le sujet, il n'y avait pas internet comme il y a maintenant.
Donc j'ai été rechercher dans les vieux bouquins de brocante, étant donné que ce qui m'a aidé, c'est qu'à l'époque j'avais pas d'argent, donc je pouvais m'acheter que des bouquins de brocante. Et puis que ne pas avoir d'argent, ça m'a poussée à aller chercher les remèdes naturels, parce que du coup ça me coûtait pas grand chose. Et quand j'ai eu l'impression d'aller mieux, je suis retournée chez un gynécologue pour qu'il me réexamine. Et en fait, effectivement, je m'étais soignée toute seule. Alors c'était pas quelque chose de très compliqué. Maintenant, la médecine traditionnelle, enfin conventionnelle, a trouvé d'autres remèdes et il n'y a plus besoin de couper. Mais du coup, c'était quand même pas mal. Et en fait, sans m'en rendre compte, j'ai continué à fonctionner comme ça parce que j'ai continué à pas avoir d'argent, à pas vouloir m'insérer dans un système social conventionnel, à avoir un métro, boulot, dodo, et puis à être libre. Et finalement, j'avais un truc un peu revendicateur de pouvoir être, on pourrait dire, un manque à gagner pour la société. Donc du coup, je vivais en marge. Et du coup, de vivre en marge, ça m'a permis d'expérimenter de plus en plus la médecine naturelle. D'aller dans les brocantes, ça m'a fait trouver énormément de bouquins de vie de famille paysanne, les livres pour la ménagère, les livres de médecine paysanne et ce genre de choses. Et du coup, de chercher dedans et de fouiller entre ce qui me semblait plutôt vrai et ce qui me semblait plutôt faux. Puis assez vite, je suis devenue maman. Et là, s'est ouvert à moi le concept de la construction du système immunitaire chez un enfant. C'est-à-dire que on sait bien de quoi on parle quand tu sais, tu as des bulles sur le nez de ton enfant, vertes, un peu comme ça. Il a des tas de maladies d'absolument partout. Et du coup, j'avais pas envie de l'emmener chez un pédiatre parce que les rares fois où j'y ai été, je me suis pas sentie en confiance. J'avais pas l'impression d'avoir en face de moi quelqu'un qui avait vraiment envie que mon fils soit bien. Et puis, je me suis retrouvée à vivre dans une maison sans eau ni électricité au milieu de la forêt. Et là, pour moi, c'est devenu petit à petit une évidence que j'avais pas envie de prendre des médicaments conventionnels parce qu'autour de moi, j'avais un foisonnement de médecine. J'ai appris assez tôt que les plantes médicinales poussent là où la terre a besoin de cette médecine. On va voir pousser sur le bord des autoroutes une grande partie des plantes qui vont soigner les pathologies pulmonaires. Par exemple. Bon, tiens donc. Ouais. Et pour toutes les plantes qui poussent, elles vont pousser à un endroit où la terre a besoin de leur médecine, de leurs principes actifs médicinaux pour se soigner elle-même. Et puis à partir de là, je crois qu'à ce moment-là, je suis tombée sur le livre de Piero San Giorgio, Survivre à l'effondrement économique. Ça m'a un peu secouée parce que jusque-là, j'étais dans quelque chose d'assez, comment on pourrait dire, un peu rêveur par rapport à ma vie dans les bois. Et puis, dans son bouquin, il y a une liste de pharmacies de secours à avoir. Et quand j'ai regardé cette liste, j'étais effarée par la taille de tout ce qu'il fallait déjà. Et puis, je me suis rendu compte que je n'avais pas les moyens de m'acheter ça. Mais vraiment, financièrement, je n'avais pas la possibilité de m'acheter tout ça. Et que certaines choses n'étaient pas accessibles pour moi. C'est-à-dire que je ne pouvais pas, en Suisse, tu ne trouves pas, ou alors je ne sais pas comment le trouver, de kit de suture d'urgence. Ça m'arrive d'utiliser des aiguilles médicales pour enlever les épines dans mes doigts, parce que c'est des aiguilles biseautées très pratiques. Pour aller les acheter en pharmacie, il faut que le pharmacien te connaisse. Elles sont en vente libre, mais suivant les pharmacies, suivant comment je suis habillée, et si je suis plus ou moins fatiguée, le pharmacien refuse de me les vendre. Pourquoi en faire mauvais usage? Parce que oui, on pourrait en faire mauvais usage. Et puis que c'est quand même un truc un peu particulier. Mais par exemple, on ne peut pas trouver de seringues ici. Ou alors, il faudrait que je sois dans un certain réseau pour pouvoir obtenir des seringues. Et quand je me suis rendu compte de tout ça, je me suis dit qu'il fallait que je trouve le moyen de faire plus. Et puis ensuite, j'ai commencé à accompagner des cours de vie sauvage et de bushcraft primitif. Et puis, le premier stage que j'ai accompagné dans les hautes montagnes, quand j'ai regardé la pharmacie de secours que les accompagnants avaient prise, j'étais effarée parce qu'il n'y avait pas du tout de quoi assurer la sécurité des participants quand on est en haute montagne à manger des plantes sauvages. Heureusement, rien ne s'est passé, il n'y a eu aucun problème, mais quand je suis revenue, je me suis jetée dans les études autodidactes pour essayer de trouver qu'est-ce que je pourrais avoir comme remède autour de moi, facilement préparable, disponible autour de moi facilement aussi, qui soignent réellement les pathologies. Donc en fait très vite je me suis trouvée embarquée à lire des études médicales, des comptes rendus de laboratoire pour comprendre les principes actifs, la biochimie moléculaire, comment certaines molécules vont se composer entre elles pour interagir sur le terrain. C'était plusieurs années de recherche et d'études passionnantes parce qu'on trouve de tout et de rien. En médecine naturelle, en fait, on se rend compte que c'est beaucoup des copier-coller d'allégations pseudo-vérifiées que apparemment tel produit naturel ferait à peu près ça et que finalement en fait pas.
Et j'en ai fini par me ressortir avec une boîte assez grosse, pleine de petites fioles et de petits morceaux de racines et de feuilles. Et puis de me rendre compte que ça, j'étais la seule à pouvoir l'utiliser parce que quelqu'un de néophyte comme toi serait incapable d'utiliser ce truc. Donc j'ai mis de côté et j'ai recommencé en essayant de chercher quelque chose qui soit facilement utilisable, qui soit pas dangereux, c'est-à-dire qu'une petite fille de 3 ans qui arrive là-dedans, si elle boit un produit, elle va pas mourir. Alors, il y a des trucs qui vont la faire vomir, on est d'accord, si tu bois une bouteille d'huile essentielle, tu vas un peu pas être très bien, mais c'est pas toxique, grave. Et puis ensuite, j'avais fini ma boîte et puis je me suis rendu compte que c'était encore trop gros et que c'était encore trop cher et que je pouvais pas le fabriquer moi-même. Par exemple, les huiles essentielles, je peux pas les faire moi. Alors je pourrais, mais ça serait très compliqué. Donc j'ai de nouveau mis de côté et puis j'ai essayé de recréer une troisième boîte où là je me suis dit, bon, alors, est-ce que pour chaque remède que j'allais prendre, est-ce que si mon fils avait la pathologie pour laquelle le remède est destiné, est-ce que je le soignerais avec ? En ayant l'impératif de devoir sauver sa vie, est-ce que je vais utiliser ce médicament-là ? Si oui, je le garde, sinon je l'enlève. Par exemple, si ton fils a le choléra, tu ne vas pas le soigner avec de l'homéopathie. Non. Même si tu es adepte de l'homéopathie. Voilà. Ça, c'était la première question. Une fois que la réponse était oui... Tu peux le dire. Deux. Adepte de l'homéopathie. Non, pas du tout. Alors pour moi, l'effet placebo est extrêmement important en médecine. Ça fait partie du 50% de la guérison. Il y a un consensus médical pour ça. Et du coup, qu'on utilise l'homéopathie ou un autre truc placebo, c'est très bien. Mais moi, pour les choses concrètes, je ne vais pas utiliser l'homéopathie. Une fois que j'avais passé mon premier rasoir, je passais mon deuxième rasoir sur le même produit, c'est-à-dire que si je suis dans un monde post-apocalyptique avec une attaque de zombies dinosaures mutants, est-ce que ce produit, je peux l'utiliser, le trouver facilement ? Est-ce que je peux le transporter avec moi vite fait ? Et je pense que j'ai été loin dans ce domaine-là parce que j'étais mère célibataire à vivre au milieu de la forêt dans une maison sans eau ni électricité au milieu des gorges. Il vaut mieux prévenir que guérir. Donc du coup, j'avais l'intérêt à pouvoir sauver la vie de mon fils quoi qu'il arrive. Et puis ensuite, quand t'emmènes des groupes de 10 à 15 pélos en forêt pour leur apprendre les plantes sauvages et les trucs, en tout cas pour moi, il y avait une responsabilité colossale. Donc il fallait que ça tienne. Et puis je suis jusqu'au boutiste. J'ai besoin d'aller confronter le truc jusqu'au bout. Quand ces deux rasoirs-là étaient passés sur ce produit et que ce produit avait survécu, ça rentrait dans ma boîte à pharmacie. Et du coup, je me suis retrouvée avec une petite boîte assez sympa, avec plusieurs petits produits dedans, et en me rendant compte qu'avec ça, je pouvais du coup soigner, comme par hasard, 90% des pathologies courantes. Ce que je fais pas, c'est les points de suture d'urgence, par exemple, c'est la chirurgie, je fais pas, les grosses maladies graves, je fais pas non plus, mais je vais réussir à détecter assez rapidement si la personne a quelque chose qui rentre dans le cadre de mes compétences et sinon, qu'est-ce que je peux faire pour plus ou moins stopper l'évolution du problème pour laisser le temps au secours d'arriver. Et ça m'a donné une confiance et une paix intérieure, pas de partout, de tous mes problèmes personnels, mais par rapport à ça, qui était vraiment profondément agréable. J'ai récupéré l'autonomie de ma santé, de la santé de mon fils et de mon entourage. Ce qui a fait que quand je le voyais courir comme un imbécile dans un pierrier, alors j'étais attentive, on est d'accord, mais j'avais moins peur. C'est-à-dire que pour moi, quand il se cassait la figure, j'avais pas un coup au cœur trop fort, trop rapidement. Et puis quand il revenait avec la gueule tout écorchée d'avoir été joué comme un enfant normal, et je savais comment je pouvais le soigner. J'avais pas... Le premier réflexe, c'était pas d'appeler les urgences ou de l'emmener chez un médecin. Mais là maintenant, je continue à chercher toujours plus de remèdes parce que j'ai encore quelques huiles essentielles que j'utilise dans ma pharmacie de secours, par exemple pour les pathologies dites ORL, c'est-à-dire nez, gorge, oreille, les rhumes, les grippes. C'est quand même assez efficace. Et maintenant, je suis en train d'essayer plutôt les macérations alcooliques, de regarder comment est-ce que ça peut fonctionner, quelle est leur efficacité. Donc moi, je vais toujours commencer par regarder ce que dit la science, ce que disent les études sur un produit, et puis ensuite le tester sur moi. Ça m'est arrivé de laisser des infections grandir un peu sur mes doigts pour voir après comment est-ce que ça marchait avec tel ou tel produit. Donc, de confronter vraiment le truc, ensuite d'utiliser sur mon fils ou sur un proche, et puis une fois que ça a passé, proposer aux patients de l'utiliser en leur disant voilà, j'en suis là dans la recherche, avec humilité, j'ai l'impression que ça marche, est-ce que vous êtes d'accord de tester ? Et puis là, je me sens assez solide maintenant. J'ai commencé à donner des petits cours de ça aux personnes qui étaient intéressées, comment utiliser cette pharmacie, et ça marche plutôt bien. Pour clore cet entretien, j'aimerais revenir à notre sujet initial,
qui était la crise sanitaire que nous vivons et le coronavirus. Des pandémies assez graves et meurtrières, c'est pas la première, il y en a eu beaucoup. Il y en a qui ont eu lieu il y a un siècle, voire moins, et dont on se rappelle à peine, alors qu'elles ont été relativement meurtrières. Je pense pas à la grippe de Hong Kong ou des choses comme ça. La grande différence, c'est qu'on a beaucoup moins communiqué. Les gouvernements ont pris parfois, à tort ou à raison, des mesures moins drastiques. Les médias ont fait moins de battage, étaient moins développés, il n'y avait pas Internet, etc., etc. Maintenant, forcément, comme les choses ont changé, les gens se sentent plus concernés, à raison d'ailleurs, puisqu'ils le sont en tant qu'être humain, mais ça crée aussi des mouvements de panique, des paranoïas, des théories, des contre-théories. On ne sait plus à quel sein se fier, parce que comme je l'ai dit, c'est très difficile de se faire une idée, une opinion précise sur un sujet pointu. Quel est le conseil que tu donnerais aux gens ordinaires, pas aux médecins, pas aux chercheurs, mais simplement aux gens qui sont en bonne santé ou pas, pour surmonter cette crise, continuer de vivre leur vie sans céder ni aux excès des uns ni aux excès des autres. De la part des autorités officielles, on a pu longtemps leur reprocher un certain attentisme. On peut aujourd'hui peut-être leur reprocher l'inverse. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour garder la tête froide et puis pas prendre des positions complètement binaires sans connaître le sujet, étant donné que l'enjeu c'est quand même, si possible, de ne pas tomber malade, quoi. On peut éventuellement relativiser beaucoup de choses sur le taux de létalité et autres. Il n'empêche que notre intérêt c'est de ne pas tomber malade. Tout ce qui a été dit dans les médias, on peut le mettre de côté et se concentrer sur qu'est-ce qui peut nous permettre de passer cette crise en n'étant pas paralysé par la peur et en récupérant quelque chose dans les mains, parce que finalement c'est quand on est démuni de solutions qu'on est le plus mal. Moi, il y a une question qui vient des systèmes de développement personnel que j'aime assez, c'est si tu n'avais pas peur, qu'est-ce que tu ferais là maintenant? Ça ne veut pas dire que je vais le faire, mais ça me permet de définir où se situe ma peur. Parce qu'une fois que tu te dis, ah ben voilà, si j'ai pas peur de ça, je fais ça, tu sais de quoi tu as peur. Et ça, c'est important, parce que souvent, la peur, c'est un truc qui nous environne, et puis du coup, on ne sait pas trop comment la gérer. On nous a pas appris, on nous apprend plus à utiliser la peur comme un outil. Moi, j'avais entendu une phrase que j'aime beaucoup, c'est là où il y a de la peur, il y a du pouvoir. C'est-à-dire que si tu vas dans ta peur, tu vas confronter ton problème, utiliser la problématique comme un moteur, comme un combustible pour avancer, en disant bon ben voilà, il y a un gros truc qui m'arrive dessus, qu'est-ce que j'en fais pour avancer? C'est pas du positivisme, c'est du constructivisme. On utilise cette matière-là, puis on va voir comment on la fait tournicoter. Donc déjà définir ça, de quoi tu as peur? Qu'est-ce qui crée cette peur? Qu'est-ce qui fait que tu laisses la place à cette peur? On n'y passe pas plus de 5 minutes à ce questionnement, hein, sinon on va faire du développement personnel. Ce qui est bien, mais on n'a pas le temps là, j'ai l'impression. Et puis l'autre truc du coup, ça va être de réacquérir des techniques qui nous permettent de récupérer notre autonomie. Et pour chacun, ça va être différent. Moi, je suis plus à prôner le fait d'être un très bon couteau qu'un couteau suisse. C'est-à-dire ? Parce que pour moi, le couteau suisse, c'est super parce qu'on peut faire plein de choses avec, mais on ne les fait pas très bien. Ouais. Moi, je suis incapable d'ouvrir une bouteille avec le tire-bouchon. Ah, puis la lime à ongles, terrible. Et ça marche pas. Voilà. Alors, ça peut servir. Mais en plus, c'est dangereux. Moi, j'ai un pouce qui fonctionne pas bien suite à un accident. Je vais jamais refermer essayer. La lame, c'est toujours délicat. Ah non, oui, ça. Et puis l'utiliser. Et puis, suivant si elle se bloque, elle va se refermer toute seule. Enfin, bref. Donc, du coup, je préfère, moi, personnellement, être un bon couteau, vraiment connaître mon outil dans un truc, et puis me dire qu'autour de moi, il y a d'autres gens qui vont aller apprendre à être un super tire-bouchon ou une lime à ongles exceptionnelle, et puis que du coup, on va faire une espèce de clan, de meute, de confrérie, de camaraderie, qui fait que ça ne veut pas dire qu'on va forcément vivre tous ensemble, mais on sait que lui, il est vraiment super pour corriger les fautes d'orthographe. Lui, il est absolument génial pour animer toute une soirée parce qu'il connaît tous les textes de Shakespeare par cœur et puis il sait vraiment bien les animer quand il les raconte. Elle est très bien pour soigner les gens et puis lui, il est vraiment super pour faire pousser des légumes. On n'est pas spécialisé parce que moi, je sais faire pousser des légumes, mais je le saurais jamais aussi bien qu'un agriculteur. J'ai appris à le faire parce que c'est une technique qui est importante. Mais de me dire, voilà, j'essaie de commencer à regarder autour de moi qui sont les gens qui ont des compétences qui me semblent intéressantes, des gens avec qui je partage certaines valeurs, et puis moi, qu'est-ce que je peux engranger comme compétences qui me manquent, qui m'intéresserait d'avoir et d'apprendre pour me sentir à chaque fois un peu plus autonome. Parce qu'il y a un instant, on reprochait aux médecins modernes d'être trop confinés dans leur spécialisation. Oui, mais parce que là, ça c'est une extrême. Oui, mais en même temps, ça prouve bien que l'homme qui sait tout faire, qui est compétent partout, n'existe pas,
et qu'il vaut mieux être bien entouré et avoir un clan où les compétences se répartissent, Tout à fait. comme dans le corps médical. Tout à fait. Oui. Et puis que de récupérer à chaque fois quelque chose de l'autonomie, ça va nous rendre du pouvoir personnel. C'est-à-dire que, mais vraiment, hein, c'est pas du développement personnel, c'est pas du hippie glinglin, c'est un truc où vraiment on se sent plus fort. Le jour où j'ai réussi à allumer mon premier feu avec 2 bouts de cailloux et un morceau de ficelle, enfin non, c'était 2 bouts de bois et un morceau de ficelle, avec deux morceaux de bois et un bout de ficelle, je me suis sentie mais complètement libre. Quand mon feu a démarré, un feu primitif, le premier truc, tu te dis, mais en fait, je n'ai plus besoin de la société pour assurer ma protection primaire. Parce que là, en forêt, alors heureusement, on n'a plus des forêts avec des grands bandits et des prédateurs horribles, mais du coup, je peux survivre, je peux assurer ma chaleur et puis cuire ma nourriture. Et ce sont des petites choses comme ça. Alors maintenant, j'allume mon feu gaillardement avec un briquet ou une allumette, parce que j'ai pas besoin de passer un moment à frictionner mon truc, mais je le sais, ça je le sais le faire, je sais le faire moins bien qu'un survivaliste qui le fait tous les jours, mais je sais le faire. Mais par contre, de perfectionner la médecine, c'est quelque chose où moi j'ai l'impression d'avoir une certaine sensibilité, les gens qui viennent chercher ça chez moi trouvent que je le fais bien, donc du coup je vais continuer à le faire, à le pratiquer, et puis dans mon temps libre, je vais apprendre d'autres trucs. Plutôt que de passer mon temps libre sur un canapé à regarder Netflix, je vais plutôt lire un bouquin qui m'apprend des nouvelles plantes sauvages comestibles, qui va m'apprendre comment faire de la couture. Bah là, le truc que j'aimerais bien apprendre, c'est faire le point sur avec le sextant, là, tu sais, sur les cartes maritimes, parce que je trouve que ça, c'est un truc qui est chouette. Je l'utiliserai peut-être jamais, mais de continuer à toujours apprendre des trucs, ne pas s'arrêter sur nos acquis, et puis une fois qu'on a trouvé la limite de la compétence, eh ben on dépasse. On va chercher à faire avec autre chose, d'aller plus loin. Je pense que de se sentir prêt à accueillir certaines situations problématiques, même si on n'est pas parfait, ça nous permet d'avoir un petit peu plus de détente face aux problèmes. Là, j'abonde dans ton sens, tu en avais déjà pas. Tu viens d'en parler avec l'exemple du feu, c'est la prise de conscience de savoir faire du feu sans allumette. Tu en parlais aussi au sujet de la médecine de survie. Je pense effectivement que par rapport à toutes les angoisses dans lesquelles on est prise dans la modernité, et je pense particulièrement aux angoisses de type collapsologique, comme on dit aujourd'hui, c'est des angoisses tout à fait légitimes, mais même si on n'a pas une prise réelle sur le monde au sens global, en tant que petits individus, le fait d'avoir, après beaucoup de travail, une prise sur sa vie à soi et celle de sa famille ou de son clan, était effectivement un soulagement. En fait, le meilleur moyen de juguler ces angoisses, c'est l'action. Alors l'action, c'est pas forcément de changer le monde, sauf si on le peut, mais si on n'a pas forcément les moyens, mais c'est déjà d'accéder à une autonomie, à une autodétermination. Et quand on aperçoit qu'on a ces quelques bases qui, comme tu l'as dit, dire « Ah, j'ai besoin de personne » ou disons de moins de monde, on s'aperçoit que l'angoisse s'amenuise, voire disparaît. On se retrousse les manches, on se met au boulot et on est moins inquiet. Ça, je l'ai remarqué moi-même dans d'autres cadres et j'ai plein d'exemples et c'est à ça qu'on peut encourager les gens. Et cet état-là commence à partir du moment où tu fais le premier pas vers l'apprentissage. C'est-à-dire que même si tu n'es pas déjà connaissant, sachant dans le domaine que tu veux apprendre, à partir du moment où tu te dis « Ah, c'est ça que je dois apprendre », tu es déjà dans un processus de ne plus être victime de la situation qui va t'arriver dessus. Parce que là, tu sais que tu dois apprendre ça. Alors, si tu peux pas le faire tout de suite, tu le feras après. Et après, au moment où tu es en train de commencer à apprendre, même si tu es dans la théorie, tu as déjà un processus qui se met en place. Il faut pas oublier que le triangle victime, bourreau et soignant, c'est quelque chose qui est dans notre société complètement intégré et qu'il faut réussir à s'extraire le plus possible de ça, n'être ni bourreau, ni victime, ni soignant, mais être dans un équilibre qui nous permet d'interagir avec les autres et avec le monde. J'ai une vieille dame l'autre jour que j'ai été voir, que j'aime beaucoup, je vais la voir régulièrement, et puis j'arrive, puis je fais le geste de la prendre dans les bras, puis après je refais, je dis ah ben non, finalement on peut pas maintenant. Elle peut me dire oh tu rigoles, je sais me soigner, moi viens on se fait un câlin. Et puis on s'est pris dans les bras, et cette phrase je sais me soigner, pour moi, c'était fort parce que cette vieille dame qui a des soucis de santé, je l'ai vue passer le confinement avec patience, en fait. Et pour moi, la patience, ça veut dire qu'on a confiance et qu'on attend que les choses se passent et qu'on ne va pas générer une peur inutile. Et puis, je sais me soigner, j'ai compris ce qui se passe, je sais comment mon corps fonctionne. J'ai appris à l'écouter pour pouvoir déceler ces petits messages qui me préviennent qu'il va peut-être y avoir un problème d'ici pas trop longtemps. Et du coup, je suis capable d'y répondre, de prendre soin de moi et de faire face aux maladies qui sont là. Ça ne veut pas dire je me sens invulnérable. Ça veut dire
je veux vivre, et pour vivre, je me donne les moyens de le faire, j'apprends à me soigner, je sais me soigner. Je te remercie de m'avoir accordé cet entretien. Je pense que tu fais partie des gens que tous aimeraient bien avoir dans leur équipe en cas d'effondrement. On n'habite pas trop loin, ça va. Pensez-y et on souhaite à ceux qui nous regardent de bien vivre cette période un peu compliquée, de ne pas céder à la panique et de chercher à se préserver dans le calme et la sérénité. Et de profiter de ce temps pour faire des recherches, d'aller chercher des informations, vraiment pas d'attendre qu'elles vous tombent dans le bec, mais d'aller vous, de manière proactive, vous renseigner sur Wikipédia, sur les sites des hôpitaux, des universités, d'aller chercher à lire, même si au début ça vous semble compliqué, c'est quelque chose qui est plus qu'enrichissant parce qu'on reprend main sur ce qui se passe. Bah oui, exactement, voilà. Allez, au revoir. Tu es en train de dire que quand une femme dit qu'elle a la migraine, c'est vrai? Bien sûr. D'accord, voilà.